Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. 19h-20h, les vraies voix qui font rouler la France. Et bienvenue dans les vraies voix qui font rouler la France. On est ravis de vous accueillir au 0826 300 300. Si vous voulez, on a des petits problèmes techniques. Vous entendez, ça part un petit peu à volo. Ah, très bien. Donc on n'a pas de générique en tout cas. On vous souhaite la bienvenue, les vraies voix qui font rouler la France jusqu'à 20h avec Philippe David. On est ravis de vous retrouver au sommaire de cette émission. Hier, une conductrice de 83 ans a fauché un groupe d'enfants à vélo. L'un d'eux se trouve désormais en état de mort cérébrale. C'est un serpent de mer qui revient dans l'actualité chaque fois qu'une personne âgée provoque un drame sur la route. Il y a quelques mois, les eurodéputés ont rejeté donc l'idée d'une visite médicale obligatoire pour conserver son permis de conduire. Nos invités pour en parler, Bruno Millienne, député MoDem de la 9e circonscription des Yvelines. Bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Et Jean-Baptiste Yoska, avocat en droit routier. Merci d'avoir accepté aussi notre invitation. Equipoto On Tour, le salon itinérant dédié aux professionnels de l'après-vente automobile et des services liés à la mobilité connectée, pose ses valises à Montpellier le samedi 8 juin, c'est-à-dire samedi prochain, pour la première de ces 3 étapes françaises avant Reims et Rennes. Aurélie Jouve, directrice générale d'Equipoto, sera avec nous. Galanterie oblige, on a commencé par elle. Et Philippe Baudin, président d'Equipoto, sera aussi en notre compagnie. Et puis le marché automobile allemand a vu ses ventes rechuter en mai, plombé de nouveau par l'électrique en tout cas, qui n'en finit pas de s'effondrer depuis la fin du prix subventionné. Selon les chiffres publiés mercredi, une chute de 30,6% des ventes des modèles 100% électriques est à démontrer. En tout cas, Sylvain Aresser sera avec nous, rédacteur en chef automobile au Figaro. On vous souhaite la bienvenue, c'est les vraies voix qui font rouler la France jusqu'à 20h. Les vraies voix Sud Radio. Depuis des années, des associations et des élus militent pour imposer un contrôle de capacité à conduire au-delà de certains âges. On en parle dans un instant. En attendant, un coup de gueule de notre auditeur, Christophe, qui nous appelle de la banlieue parisienne. Bonsoir Christophe. Bonsoir Christophe. Vous êtes entrepreneur. Bonsoir Philippe. Oui, tout à fait. De quoi parle-t-on avec vous? Qu'est-ce qui vous fâche ce soir? Ce qui me fâche, je pense que je suis pas seul, je pense qu'on est pas mal dans ce cas-là, c'est la circulation, si on peut encore appeler ça de la circulation, à Paris. Ah, et vous en souffrez tous les jours en tant qu'entrepreneur? Comme plein de Parisiens et de banlieusards, oui. C'est juste devenu insupportable de travailler dans cette ville. Et moi, en ce qui me concerne, ceux qui en portent les conséquences, ce sont mes clients. Puisque pour travailler à Paris, moi maintenant j'apprime la taxe Hidalgo, j'ai appelé ça. Donc c'est-à-dire que mes clients vont payer un peu plus cher le prix de l'heure, puisque sur les temps de déplacement, on a un impact quand même très lourd lié aux embouteillages, aux pertes de temps et aux difficultés qu'on a à circuler. On a le prix du stationnement, donc entre le temps perdu, les difficultés de stationnement et le prix de stationnement, les heures sont beaucoup plus chères pour mes clients. Et quelque part, aujourd'hui, je préfère aller travailler à Marne-la-Vallée, à Fontainebleau, plutôt qu'à Paris. Ou chez Bruno Millienne, dans les Yvelines. Venez chez moi dans les Yvelines, monsieur, ça va mieux. Et en plus, aller bosser sur Paris, c'est du stress pour mes collaborateurs. Donc, je suis quand même pas là pour faire en sorte que mes collaborateurs bossent dans de mauvaises conditions. Donc, c'est vrai que si on peut aller hors A86, hors francilienne même, c'est merveilleux. Vous faites quoi comme métier? Dans quelle filière vous travaillez? Quel secteur d'activité? Dans le bâtiment, on fait du contrôle technique. Ah oui, dans le bâtiment. Donc ça veut dire que vous aussi, vous pouvez pas vous garer en bas de chez vos clients. Ça veut dire que si vous devez transporter des choses, c'est compliqué. Tout devient compliqué en fait. Est-ce que vous perdez des clients? Non, je n'ai pas perdu de clients, mais ça c'est parce que je suis bon. Ah oui. Ça c'est bien de le dire. En tout cas, c'est que tous les auditeurs de Sud Radio, ils sont tous bons. Oui, absolument. Merci beaucoup Christophe. Nous sommes bons. Mes collaborateurs sont bons et collaboratrices. Et voilà, merci beaucoup en tout cas de vous être exprimé sur ce sujet. Je le disais depuis quelques années, des associations et des élus qui militent pour imposer un contrôle de capacité à conduire au-delà d'un certain âge. Pour en parler ce soir, Bruno Millienne qui est avec nous, un député MoDem de la 9e circonscription des Yvelines, et en face de lui Jean-Baptiste Yoska, qui est avocat en droit routier. Merci d'avoir accepté notre invitation. Aujourd'hui, monsieur le député, les eurodéputés ont refusé, en tout cas ont dit non à cette remise en question du permis d'une manière ou d'une autre. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise solution finalement?
Alors avant de répondre, je voudrais quand même avoir une pensée pour les parents de la petite fille qui est en mort cérébrale, parce que ça nous a saisi. On était à l'Assemblée nationale. Il se trouve en plus que le rapporteur général du texte sur lequel on travaille est Olivier Falorni, qu'il est député de La Rochelle et qu'il connaissait des membres de la famille. Donc c'est un drame de plus. Est-ce qu'ils ont bien fait de refuser? Écoutez, moi j'avais posé une PPL proposition de loi. Proposition de loi, pardon, qui voulait instaurer des visites médicales à partir d'un certain âge. C'est pas que je suis revenu dessus, mais c'était vraiment une proposition de loi d'appel. Parce qu'en étudiant bien les choses depuis que je l'ai déposé, ça fait 1 an, on s'aperçoit que si on fait un benchmark européen, la visite médicale, la capacité à conduire n'est pas forcément la solution. Il n'y a pas eu beaucoup d'améliorations sur le sujet qui nous intéresse dans les pays qui ont imposé ça. Donc ça, c'est un vrai problème. Je pense qu'il faut voir les choses de manière un tout petit peu plus globale. Et puis il n'y a pas que les personnes âgées, je suis désolé, capacité à conduire aussi pour certains qui ont des affections, qui peuvent être des affections de longue durée. Il n'y a pas que les personnes... l'épilepsie, etc. par exemple. Exactement. Il y a plein de sujets à aborder. Ça ne concerne pas que les personnes âgées. Donc ou tout simplement de mauvais conducteurs, soyons clairs. Je veux absolument pas les stigmatiser. Il y a quand même un amendement qui a été accepté au Sénat sur un texte sur la sécurité routière. Là, j'ai appris ça il n'y a pas longtemps, qui impose une visite, on va dire, d'aptitude à la conduite suite à accident corporel. Ça peut peut-être améliorer les choses. Je peux pas tout vous dévoiler, mais on travaille avec des collègues vraiment sur le sujet, parce que jusqu'à maintenant, tous les gouvernements, quels qu'ils soient, ont mis un petit peu la poussière sous le tapis. Pourquoi? Parce que les seniors, ce sont des électeurs, etc. Et que c'est ceux qui votent le plus. Mais moi, j'en ai marre. C'est un sujet qui est récurrent, qui revient. Il faut qu'on mette le débat sur la table. Et on est en train de travailler à essayer de voir de manière globale quelles sont réellement les problématiques, comment on peut essayer de trouver des solutions. Il y en a qui existent sur les territoires. Allons vers les gens et travaillons avec eux. Jean-Baptiste Yosca. Sur la visite médicale obligatoire, vous êtes contre? Ah non, je suis absolument contre. La visite médicale obligatoire, c'est un serpent de mer, on en reparle chaque année. À chaque fois, c'est les personnes âgées. Ça veut rien dire. Vous pouvez être sujet à crise cardiaque à 45 ans et éventuellement avoir une crise cardiaque au volant. Et pour autant, vous n'êtes pas particulièrement vieux. Je crois et puis, alors, il y a 2 autres problèmes. Il se trouve que les personnes âgées conduisent particulièrement bien. Il suffit de voir les statistiques. Et surtout, on va avoir un vrai problème avec les personnes âgées qui sont dans le monde rural. Ceux-là, comment on va faire pour leur apporter leur baguette de pain, comment ils vont faire pour pouvoir se déplacer? Ça va coûter énormément d'argent aux collectivités locales qui vont devoir mettre en place justement des bus ou en tout cas des moyens de mobilité pour les accompagner tous les jours. Ces personnes-là, si du jour au lendemain on leur retire leur permis de conduire uniquement sur une cause d'âge, on va les tuer, parce que vous avez, je pense aux Ardennes... Mais peut-être pas forcément sur l'âge, peut-être que momentanément, peut-être que certains ont juste besoin d'une réorganisation, de remise à niveau, effectivement, du alors, permis. il faut savoir que c'est déjà prévu pour un certain nombre de choses. Vous vous faites toper en alcoolémie au volant, vous avez une obligation de passer une visite médicale pour récupérer votre permis de conduire. Même chose pour stupéfiants. Même chose éventuellement sur décision du préfet qui peut décider de vous retirer votre permis de conduire ou le suspendre, ou en tout cas vous interdire de le récupérer, tout simplement parce que le médecin de la préfecture juge que vous n'êtes pas apte. Enfin, il existe un certain panel de dispositions qui font que justement le permis de conduire, il est déjà plus à vie. Donc il faut pas rentrer dans ce débat qui ne sert à rien et qui va juste opposer les jeunes contre les vieux, les personnes qui sont atteintes d'une pathologie ou pas. Je crois qu'il faut voir les choses de façon beaucoup plus globale. Est-ce que tout au long et vous, monsieur le député, est-ce que tout au long de notre vie, on prend de mauvaises habitudes, forcément, la route évolue, il y a plein de choses qui évoluent. Est-ce qu'il ne faut pas refaire des remises à niveau, mais pour tout le monde à ce moment-là? On prend des mauvaises habitudes comme on prend de très bonnes habitudes. Au moment où vous passez le permis de conduire, on vous apprend pas à éventuellement déraper sur une plaque de verglas. Il faut que ça arrive la première fois et après on sait comment faire. Et éventuellement on saura que la prochaine fois il peut y avoir un aquaplaning et que ça peut arriver. On apprend aussi de nos erreurs et on apprend aussi de la conduite de tous les jours. Oui, enfin, donc, si vous vous en sortez bien, parce que parfois c'est une plaque de verglas, vous savez pas comment. Moi je connais plein de gens aujourd'hui qui ne savent pas conduire une voiture comme on devrait savoir la conduire. Donc on apprend tous les jours justement de la conduite. Mais non, on peut pas apprendre sur la route quand même. On apprend à anticiper. On apprend aussi qu'il faut faire particulièrement attention, éventuellement qu'on ouvre ça. Là, maître, pour le coup, autant je suis d'accord sur beaucoup de choses avec vous, il est indéniable qu'au fur et à mesure qu'on avance dans la vie, on perd en réflexe, on perd en cognitivité. Je n'ai pas la solution. Honnêtement, si je l'avais, ce serait simple. C'est excessivement compliqué.
Moi, je veux qu'on regarde. Vous avez soulevé un point important, hein, c'est l'assignation à résidence des gens dans la ruralité, quel que soit leur âge d'ailleurs. Hein. Vous retirez le permis à quelqu'un dans la ruralité. Mais à 22 ans, il est dans la panade. Hein. Oui, S'il vit pas chez ses parents, c'est une catastrophe. Donc, quand je dis qu'il faut qu'on ait une réflexion globale, il faut qu'on sorte effectivement des schémas qui sont assez simplistes, parce que la solution n'est absolument pas simpliste. Elle est même excessivement compliquée. Il y a plein de choses qui se font sur les territoires. Est-ce que c'est réplicable ou pas? Moi, j'ai entendu parler d'associations de seniors qui s'organisent, de Blablacar seniors ou des choses comme ça, si on parle des seniors. Il y a plein de choses qui existent. Il y a même des auto-écoles qui mettent en place des choses intéressantes à suivre. Allez, on va faire une petite pause. Justement, gardez tout. On va en reparler dans un instant. 0826 300 300. Si vous estimez effectivement qu'il faut une redite qui régulièrement, il faut que on teste ses capacités, vous nous appelez 0826 300 300, ou si vous pensez le contraire, bien entendu. On est ensemble jusqu'à 20h avec nos invités Philippe David. C'est les vraies voix qui font rouler la France. Les voix qui font bouger la France, 19h-20h, les vraies voix qui font rouler la France. Et on revient sur ce permis de conduire suite au drame qui a presque quasi coûté la vie à un jeune enfant de cette conductrice de 83 ans qui a fauché des enfants. C'était à La Rochelle. Sur ce sujet du permis de conduire, à quel âge, dans le cas de quelle effraction, pardon, maintenant je dis n'importe quoi, dans lequel, bon, je sais pas grave, peu importe. Comment gérer ce problème de permis? Comment avis? Est-ce que pas avis? Est-ce que tout le monde est apte aujourd'hui à conduire? Parce que c'est ça la vraie question, Bruno Mélienne. Est-ce qu'on est tous aptes à conduire une voiture aujourd'hui? Bien sûr que tout le monde n'est pas apte à conduire, tout le temps. Il y a un problème. Mais avant de faire une loi sur le coup de l'émotion légitime, moi je veux vraiment qu'on étudie le sujet à fond et qu'on l'étudie avec les Français dans leur ensemble. Parce qu'une loi, pour qu'elle soit applicable et appliquée, il faut une adhésion de la population. Qu'elle soit comprise. Il faut qu'elle soit comprise. Donc si on ne prend pas le temps de la concertation, d'aller voir sur les territoires, d'aller voir toutes les associations, d'aller voir les avocats, il y en a à la table, de voir tous les gens, on n'arrivera pas. Moi, je me refuse à être le législateur qui va imposer quelque chose sans avoir consulté la population. Bien sûr, non mais vous avez raison. Ça c'est clair et net. Après, il y a des solutions. Je pense que pour avoir posé, en plus, ma proposition de loi uniquement sur la visite médicale, j'en suis revenu. Je pense que la visite médicale qui vous sanctionnera au bout du bout en disant là, vous n'êtes plus apte, c'est le dernier recours. Il faut qu'on utilise tous les recours possibles et imaginables avant. Mais ça peut être quoi, par exemple? Repasser le permis, comme dans certains États américains? D'abord, il y a peut-être ça, faut voir. Je vous ai dit qu'il y avait des auto-écoles qui mettaient des choses en place qui sont pas idiotes du tout, notamment pour les seniors. En général, plus vous vieillissez, moins vous utilisez votre voiture la plupart du temps. Et quand vous utilisez votre voiture, c'est pour des trajets du quotidien qui sont toujours les mêmes. Vous allez soit chez votre médecin, soit vous allez faire vos courses. Et vous prenez toujours les mêmes routes. Oui. Toujours les mêmes routes. Déjà, nous, à notre âge, ça nous arrive. Donc, alors, bon. Eh bien, il y a au moins une auto-école qui fait passer un test à ces gens-là sur la route sur laquelle ils prennent, que ce soit pour aller chez le médecin ou pour aller faire leurs courses. Ils repèrent, grâce à l'intelligence artificielle, les zones particulièrement accidentogènes. Le comportement du conducteur au volant est analysé. Et en bout de chaîne, qu'est-ce qui se passe? On lui donne, soit on lui laisse le trajet qu'il prend parce qu'il est très bien, soit on lui donne un autre trajet moins accidentogène et qui palliera à certaines de ses déficiences. Par exemple, il n'arrive pas bien. Ou d'angoisse. Il n'arrive pas bien à regarder à gauche. On va prendre un chemin où effectivement il n'aura pas forcément besoin de regarder à gauche. C'est malin ça. Voilà, il y a des choses, et je pense que l'intelligence artificielle, pour finir, peut nous aider. Je suis sûr que demain, on trouvera des startups innovantes qui seront capables de fabriquer des kits à mettre dans les voitures pour aider les gens en fonction de leur capacité cognitive à éviter le danger. Est-ce que ça veut dire qu'il faut repenser aussi, mettre finalement le test de base, le permis de conduire? Est-ce que, moi je me souviens, pour avoir passé mon permis, à part me faire un créneau et tourner à droite et tourner à gauche, c'est tout ce qu'on m'a appris. Il faut savoir que le permis de conduire, à l'heure qu'il est, il est beaucoup plus difficile à avoir. Bien sûr. Il est beaucoup plus complexe. Il y a des questions écologiques, il y a des questions qui sont dingues. J'ai fait partie de la commission de révision du permis de conduire qui avait été mis en place il y a 6 ans, où d'un seul coup on se retrouvait avec 10% de permis de conduire eu. C'était une hémorragie, et puis après on a remonté. Enfin bon, voilà. Moi je milite pour que le permis de conduire on puisse le passer au lycée.
Tout simplement. Parce que plus on l'a tôt, et à l'époque le service militaire était très bien pour ça, on passait le permis de conduire au service militaire, ça permettait aux personnes qui n'étaient pas sorties de chez eux ou qui avaient que ce diplôme de commencer à travailler tout de suite. Et ça permettait à ceux qui n'avaient pas les moyens de le passer gratuitement. Bien sûr, et ça permettait aussi d'avoir le permis de conduire en tête le plus rapidement possible. Maintenant, vous avez un certain nombre de Parisiens qui passent le permis de conduire à 30 ans, 35 ans. Voilà. Moi, je connais même des avocats qui n'ont pas le permis de conduire. Enfin, qui sautent d'audience en audience, en RER ou en taxi. Ou en taxi. Le permis de conduire, c'est quand même nécessaire, c'est vital, et je crois qu'il faut l'avoir le plus tôt possible pour pouvoir l'intégrer. C'est une vraie pratique, c'est une vraie connaissance, et qui évolue en plus. Bien évidemment, les routes changent, mais la législation change aussi, et il faut pouvoir l'intégrer le plus tôt possible. Mais est-ce qu'on pourrait pas, je le répète, comme dans certains États américains, faire repasser le permis tous les 5 ans? Ça me paraît pas inutile, ça me paraît pas stupide. C'est compliqué de repasser le permis de conduire, parce que vous, moi, enfin tous autant qu'on est autour de la table, si on devait repasser le code aujourd'hui, je suis pas sûr qu'on l'ait. Et moi, je suis pas d'accord avec certaines réponses. Voilà, en plus. Qu'on nous fasse passer de temps en temps, parce qu'il y a eu un incident, etc., une espèce de test d'aptitude à la conduite. Je parle pas du code, d'aptitude à la conduite. Les aptitudes à la conduite, je suis pas foncièrement contre, parce qu'il y a peut-être des trucs qu'on a oubliés, des réflexes qu'on a perdus et qu'on peut se remémorer. Et voilà, on l'a tous fait. Enfin, on l'a tous fait. Non, on l'a pas tous fait. Mais vous prenez des exemples. Enfin, moi, je vais pas tout le temps sur les circuits, mais quand vous allez sur un circuit, vous êtes accompagné par un gars qui sait conduire, un pilote. Bon, bah, le mec en deux coups les gros, il voit ce qui va pas chez vous et puis il vous remémore. Il vous apprend pas, il vous remémore ce que vous saviez faire il y a 5, 6 ans. 10 ans et que vous ne faites plus, parce que aujourd'hui la conduite est beaucoup plus, comment dire, c'est paradoxal parce qu'elle est beaucoup plus sécurisée avec toute la sécurité active et passive. On roule de plus en plus en boîte automatique. Voilà, donc là, monsieur le député, vous êtes en train de nous parler de pédagogie. Oui. Je suis entièrement d'accord avec vous. Maintenant, il y en a ras-le-bol de la répression qui fait qu'on a de moins en moins de permis de conduire. Vous avez bien compris que j'étais pas dans ce registre du permis de conduire. Il faut au contraire mettre en place de la pédagogie. Les radars automatiques, c'est de la répression aveugle et stupide. Vous avez un certain nombre de policiers à qui... Mais non. Le code de la route, c'est un droit, c'est pas un impôt. Si vous avez besoin de saut, vous payez l'impôt sur les sociétés. Ouais, mais comment vous sanctionnez les excès de vitesse? Enfin, moi, on peut pas laisser non plus les gens rouler à 200 km/h sur toutes les autoroutes de France. Vous êtes en train de me dire ça, alors que justement, on est en train de lever le 1 point pour les petits excès de vitesse. Plus 5. Non, mais vous voyez bien en plus d'ailleurs, c'est une notion européenne, le plus 5. On a fait juste coller sur une notion européenne, la loi européenne. Bon, enfin, c'est pas grave. Mais ce que je vois, moi, c'est que je pense que les Français ont besoin de pédagogie. On a besoin peut-être de leur expliquer, éventuellement, le policier qui est au bord de la route, leur expliquer exactement en quoi leur conduite est éventuellement un peu dangereuse, en quoi le stop, il n'a pas été marqué suffisamment longtemps, en quoi le feu rouge, ils auraient dû peut-être commencer à s'arrêter au feu orange. Pardon, c'est ça, c'est expliquer ça ou expliquer comment fonctionne une voiture, c'est-à-dire les réactions d'une voiture quand vous pilez, ce qui se passe. Est-ce que c'est pas ça plutôt qu'il faut apprendre? Mais d'une façon générale, il faut apprendre le code de la route, le connaître, et puis connaître sa voiture. C'est plus le code de conduite. Il est évident qu'on passe pas on passe pas d'une petite voiture à une grosse voiture. Regardez le nombre d'accidents. Mais même d'une voiture thermique à une voiture électrique, pardon de vous dire, aujourd'hui, c'est pas du tout la même façon de conduire. Mais le nombre d'accidents aussi. C'est très impressionnant pour ceux qui n'ont jamais conduit de voiture électrique, parce que ça démarre tout de suite. C'est une accélération phénoménale. Mais le nombre d'accidents aussi de gamins qui louent une voiture pour un mariage, ils ont jamais conduit de grosses voitures, et puis d'un seul coup, ils se retrouvent dans des 300 Donc on est bien d'accord, c'est plus une réadaptation périodique à la conduite, je dis bien à la conduite, et au réflexe, parce que combien d'accidents on a en France où sur quelque chose d'imprévu, quelque chose qui surgit devant vous sur la route, qui n'était pas prévu, un animal, n'importe quoi, le nombre de gens qui finissent par confondre le frein avec l'accélérateur, ça c'est des réflexes, quand on est plus jeune, on les perd pas. Au fur et à mesure qu'on avance, on perd en cognitivité, il y a une panique qui s'installe, et il faut impérativement, peut-être effectivement, avoir des stages, je dis bien de conduite, de code, on vérifie, allez, il y a 3-4 panneaux nouveaux. Vous avez de moins en moins d'auto-école, le problème c'est que vous avez de moins en moins d'auto-école, et le permis de conduire est de plus en plus difficile à avoir. Maître, est-ce que ça veut dire que vous seriez d'accord pour avoir le permis obligatoire, peut-être, à partir d'un certain âge, pour tous? Mais je pense que c'est absolument nécessaire, ça permettrait de remettre au travail un certain nombre de... On a fait baisser quand même à 17 ans. Gamins. Oui,
16 ans, on a même la possibilité de passer à 16 ans. Mais non, je pense que c'est absolument nécessaire, oui, bien sûr. Allez, vous restez avec nous. En tout cas, merci beaucoup, monsieur le député Bruno Millienne, député Modem de la 9e circonscription des Yvelines. Vous pouvez rester avec nous, bien entendu. Jean-Baptiste Yoska, qui est avocat en droit de la route. Dans un instant, on va vous parler d'équipe auto On Tour. C'est un salon itinérant dédié aux professionnels de l'après-vente automobile. Et on va en parler avec la directrice générale, qui sera avec nous, Aurélie Jouve, et le président, Philippe Baudin, qui est avec nous sur ce plateau. Allez, à tout de suite. Bougez la France, 19h-20h, les vraies voix qui font rouler la France. Le salon Équipe Auto débarque à Montpellier samedi 8 juin. Nous sommes en compagnie de Philippe Baudin, président d'Équipe Auto. Bonsoir. Bonsoir. Philippe Baudin. Et elle est par téléphone puisqu'elle a été bloquée dans les bouchons. Désolé d'en rire, c'était le coup de gueule de notre auditeur du jour. Bonsoir Aurélie Jouve, directrice d'Équipe Auto, directrice générale. Bonsoir Philippe, bonsoir Cécile. Bonsoir, on est ravis de vous accueillir. Alors c'est Montpellier, à partir de samedi, ça débarque, Équipe Auto débarque avec encore, en tout cas, un sommaire très, très intéressant, j'ai envie de dire, c'est-à-dire qu'il va se passer quand même beaucoup de choses comme à chaque fois, Philippe Baudin. Oui, on va débarquer effectivement encore en région pour dupliquer le modèle en fait de 2021, Équipe Auto On Tour. On va démarrer par Montpellier le 8. Fin juin, nous serons à Reims le 29. Et le 28 septembre, nous serons à Rennes. Voilà. Donc un programme évidemment porté sur l'après-vente auto et l'ensemble des acteurs de la filière et des services. Ouais. Le programme, Aurélie Jouve, c'est quoi exactement ? Le programme, il est dense. On a déjà quasiment une centaine d'exposants qu'il faut absolument mettre à l'honneur et qui seront là et qui vont quasiment nous accompagner dans ce Tour de France, dans ce mini Tour de France. Et puis, on a une journée extrêmement dense qui nous attend avec un repair show qui va permettre de faire des démonstrations de produits aux réparateurs qui seront là toute la journée. On a un espace d'atelier dans lequel on va aborder de nombreux sujets et on aura certainement l'occasion d'y revenir. Une expo de voitures de collection, de voitures d'exception, de motos. On a la chance d'accueillir notamment par exemple la Norton Dummy Racer, dont il n'existe que 50 exemplaires au monde. Donc un gros programme pour une seule journée. Alors, comment est-ce que vous choisissez les villes où vous vous délocalisez ? Vous avez déjà fait Lyon, là, Montpellier, Reims, Rennes. Qu'est-ce qui fait qu'on va dans telle ville plutôt que telle autre, Philippe Baudin ? En fait, on a voulu aller dans des zones que l'on n'avait pas adressées en 2021, tout simplement. On avait fait un bon tour de France. Il nous restait 3 zones, notamment l'Occitanie, que nous n'avions pas adressées. La Bretagne, on l'avait déjà fait. Et puis... on était à Nantes, donc là on a dit on va se rapprocher un peu plus au centre vers Rennes. Et puis là il y a quand même un duel à Nantes en Bretagne ou pas. Ouais, exactement, on ne sait pas où est la limite, mais en tous les cas on a voulu aller à Rennes, on a décidé de cette implantation, et puis Reims parce que ça faisait du sens pour la partie est de la France. Maintenant on s'imprègne également du tissu automobile régional. L'Occitanie est très riche et très forte dans le monde de l'automobile, donc pour nous c'était une évidence d'aller tout simplement à Montpellier. Pour remettre un peu de contexte, la filière finalement sur la prévente et sur les services liés à la mobilité, ça représente combien d'entreprises aujourd'hui, combien de personnes ? Est-ce qu'on a forcément des chiffres dessus ? Oui, quelques milliers. Si je parle uniquement d'équipe auto, on arrive à fédérer à peu près entre 1200 et 1400 exposants sur Paris. Ce qui est énorme. Ce qui est énorme. Et encore une fois, on n'a pas couvert l'entièreté du marché, donc c'est des milliers d'entreprises. Sur Équipe Auto On Tour, c'est un peu moins, puisqu'on a une centaine d'exposants. C'est un format très court, c'est une journée. Oui, c'est une journée. On essaye de concentrer nos efforts et de réunir à peu près entre 1000 et 1500 professionnels auto. Ce qui est intéressant, c'est que cette filière se transforme en plus. C'est ça qui est passionnant. C'est-à-dire que d'un salon à un autre, on voit des innovations, on voit des technologies arriver, on voit que les entreprises se verdissent à vitesse grand V. Forcément, on est comme tout le monde, on est obligé de parler d'économie circulaire, on y parle de décarbonation, on est forcément intégré et imprégné des sujets qui nous concernent, en l'occurrence avec l'électrification. Le parc qui arrive, on sait pertinemment que dans les années qui viennent, c'est quelque chose dont on va pas pouvoir se soustraire. Donc évidemment, tous ces sujets-là sont abordés, tous les services pour les réparateurs, la formation est extrêmement importante. C'est un lieu de rencontre, évidemment, où l'ensemble des acteurs viennent y puiser de l'information pour le devenir. Aurélie Jouve, quel est le profil type des visiteurs d'Équipe Auto ? Alors, sur Équipe Auto, notre cœur de cible, c'est le réparateur, le garagiste, le carrossier, le contrôleur technique, et puis le distributeur de pièces automobiles aussi, puisqu'il y a ce qu'on appelle la vente au comptoir. Et puis après, on est sur tous les professionnels
qui évolue dans le milieu de la prévente ou plus largement celui des services, hein, puisqu'on intègre le véhicule d'occasion, etc. Donc c'est vraiment le public auquel on s'adresse, que l'on soit à Paris ou en région, où là le réparateur est vraiment au cœur du dispositif. Alors il y aura la présence de quelqu'un qu'on connaît bien, hein, si vous regardez, si vous aimez l'automobile, c'est François Alain, journaliste passionné d'automobile. Sa présence, Philippe Baudin, c'est sur quel projet en tout cas? D'abord la présence de François, elle est extrêmement importante pour nous parce que comme je le dis souvent, on est toujours en train de parler du futur, mais il faut surtout pas oublier de là où on vient. Oui. Et je pense qu'en la matière, François est un bon candidat pour pouvoir parler de l'histoire de l'automobile. Donc il va évidemment nous faire des démonstrations sur des véhicules anciens. Je crois qu'on a un projet sur de la Renault 8 Gordini, sur l'histoire de la Jeep Willys, etc. C'est vintage ça. Hein, c'est un peu vintage. Le Jeep Willys le 6 juin, c'est parfait. C'est pas mal. On était dans le bon timing. Donc en tous les cas, François sera avec nous, comme il l'est à chaque fois d'ailleurs, et on le remercie évidemment. Et le programme va être forcément très dense autour de lui, et c'est intéressant en tous les cas pour rappeler 2-3 sujets d'automobile historique. Mais vous évoquiez tout à l'heure la formation. C'est aussi l'occasion pour ceux qui veulent rentrer ou qui cherchent un avenir dans l'automobile d'aller rencontrer des professionnels aussi. C'est ça qui est intéressant. C'est l'idée. Depuis maintenant de nombreuses années, on a d'énormes partenariats avec les écoles, notamment de formation, pour faire découvrir aux jeunes que l'automobile, c'est pas uniquement un garage avec un atelier, un pont élévateur. Il y a tout un tas de métiers qui sont en train d'émerger. Forcément, on est connecté, donc on parle de data, et la formation est extrêmement importante. Lorsque l'électrification est arrivée, il a fallu former les réparateurs, on continue à le faire d'ailleurs. On va vraisemblablement les former dans très peu de temps à l'hydrogène. Toutes ces technologies-là, ils viennent chercher cette matière justement sur le salon. Alors Aurélie Jouve, en octobre, le 16, il y aura un événement à la scène musicale. Oui. Ce sera pas Philippe Baudin ou vous qui irez chanter, mais ça s'appelle The Extra Mile. On aimerait bien, pourquoi pas. Un événement qui s'appelle The Extra Mile. Vous me parlerez l'accent. Qu'est-ce que cet événement? Oui, c'est un nouvel événement que l'on le fait au planning d'Equipoto. En fait, on fêtera le top départ de notre année anniversaire, puisqu'Equipoto va fêter en 2025 50 ans. Donc, on souhaite réunir la filière à l'occasion du Mondial de l'automobile, pour faire écho à la synergie que l'on a mis en place avec l'équipe mondiale en 2022. On crée nous aussi notre événement B2B, puisqu'on s'adresse nous uniquement à la sphère professionnelle. Et le 16 octobre, on donne rendez-vous à tout notre écosystème, donc les grands décideurs de la filière automobile, nos exposants, partenaires, les journalistes à la fois français et internationaux. On va les rassembler. On va parler des grands sujets, des grands enjeux, des défis de la filière automobile tout l'après-midi. Et puis on clôturera cette belle après-midi de contenu par une soirée qui va nous permettre à nous, équipe d'Equipoto, de dévoiler les grands marqueurs et le programme de cette édition assez exceptionnelle qu'on est déjà en train de préparer et qui aura lieu en octobre 2025 pour fêter les 50 ans d'équipe. Philippe Baudin, une dernière question pour une réponse rapide. Equipoto s'internationalise direction l'Algérie. Oui, alors c'est pas nouveau. On n'est pas en train de découvrir l'Algérie puisque c'est un pays en l'occurrence que l'on adresse maintenant depuis de nombreuses années, mais on est d'ores et déjà en train de réfléchir à l'exportation du modèle Equipoto sur d'autres continents, pourquoi pas. Pourquoi? Pour partager des savoir-faire? Pour partager des savoir-faire et puis pour s'appuyer sur toute l'histoire d'Equipoto et en tous les cas la notoriété maintenant que nous avons acquis en France, qui a pour autant une connotation internationale. Donc on va aller se frotter effectivement peut-être à d'autres zones du globe. Je voudrais juste revenir sur un élément puisque vous parliez tout à l'heure d'Extra Mile justement le 16 octobre. Pourquoi nous avons choisi la scène musicale? Parce qu'il y a une histoire. L'île Seguin avec Renault. Bah oui, donc on a trouvé effectivement que le lieu était tout à fait adapté et ça se déroulera pendant le mondial de Paris. Voilà. En tout cas, on vous retrouve ce week-end, enfin le week-end du samedi 8 juin à Montpellier pour ce Equipoto On Tour. Merci beaucoup Philippe Baudin d'avoir été avec nous. Merci bien sûr aussi Aurélie Jouve, directrice d'Equipoto. Peut-être qu'elle va finir par arriver dans le studio, on ne sait jamais. Bon courage. Bon courage. Allez, dans un instant, on va revenir sur ce marché automobile allemand qui a vu ses ventes chuter, moins 30,6% des ventes des modèles en chute, des modèles 100% électriques. On en parle avec Sylvain Rester qui est avec nous, rédacteur en chef automobile au Figaro. À tout de suite.
Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France, 19h-20h, les vraies voix qui font rouler la France. Et le marché européen de la voiture électrique est en chute libre, avec notamment le marché allemand qui s'est effondré au mois de mai. Nous sommes en compagnie de Sylvain Resser, rédacteur en chef automobile au Figaro. Bonsoir. Bonsoir à tous. Bonsoir Cécile. Moins Bonsoir Philippe. 30,6% pour l'électrique en Allemagne au mois de mai. Comment expliquer une telle chute ? En fait, le marché de l'électrique en Allemagne dévisse depuis le début de l'année et c'est lié au fait que l'Allemagne a arrêté toutes les aides à l'achat fin 2023. Et donc, en arrêtant les primes à l'achat pour un véhicule électrique, les ventes se sont tout bonnement effondrées. Donc, on a eu au début de l'année, du moins 25, moins 28, et puis maintenant, au mois de mai, on est à moins 30, et on ne sait pas si ça va continuer ou pas. Est-ce qu'on peut résumer ça en affirmant que l'électrique se vend quand il y a des aides et que sinon le modèle économique n'existe pas ? C'est un peu le cas, parce que si on regarde en France, où les aides ont été arrêtées en direction des entreprises, c'est-à-dire aujourd'hui que les sociétés qui achètent des voitures électriques, elles ont plus droit à un bonus, eh bien on voit que la part de l'électrique est en train plus ou moins de baisser ou en train de se stabiliser en direction des entreprises. Mais est-ce que ça veut dire que ce soit les Allemands, les Français, en tout cas les Européens, n'ont pas vraiment confiance en l'électrique ? C'est-à-dire qu'ils y vont parce qu'il y a des aides, mais on sent que c'est pas dans la volonté concrète de dire on va délibérément vers l'électrique. C'est un peu la tendance de fond, parce que quand on regarde, en fait, l'Europe est divisée un peu en deux. Il y a les pays du Nord et les pays du Sud. Nous, on est un peu au milieu, et on est un peu finalement les bons élèves, parce que le marché de l'électrique, depuis le début de l'année en France, il est à 17-18%, mais en Espagne, il plafonne à 5%, il décolle pas. Ah oui. En Italie, il décolle pas. Et c'est lié au fait aussi que les voitures électriques sont encore chères. Les pays du Sud, c'est pas des pays où il y a un pouvoir d'achat très élevé. Et puis il y a des infrastructures qui sont pas encore au point dans les pays du Sud, que ce soit l'Espagne, le Portugal, l'Italie. C'est pas encore au niveau où ça devrait être. Ce qui n'est pas notre cas. Non, nous, on peut dire, je viens de faire un tour de France, on peut dire qu'on est plutôt assez bons élèves en la matière. Et un pays où on est pas mal, que connaît très bien Cécile, pour y avoir vécu, elle fait d'ailleurs très bien l'accent, c'est la Belgique. Pourquoi chez nos amis belges ? Eux aussi, ils sont un peu nordistes, un peu sudistes, un peu latins, un peu anglo-saxons. Alors en Belgique, c'est comme, j'ai envie de dire que c'est un peu comme la Hollande, il y a des aides, et puis surtout il y a des infrastructures qui sont aujourd'hui assez performantes. Il y a des bornes presque partout maintenant. Et puis il y a cette tendance des pays nordiques à jouer à fond la carte de l'écologie et de l'environnement. Aujourd'hui, en matière de voitures électriques, qu'est-ce qui sort son épingle du jeu ? Quel constructeur ? Aujourd'hui, bien évidemment, c'est Tesla qui est toujours parmi les premiers. La Tesla modèle Y et même la voiture la plus vendue, la voiture électrique la plus vendue au monde. Qui a son propre réseau, c'est important de le dire. Exactement. Après, nous en France, c'est 208, 2008. Mais bon, c'est lié aussi au leasing social, c'est-à-dire que Stellantis a beaucoup poussé les ventes de voitures électriques avec le leasing social, donc effectivement, ces modèles marchent bien. Ils attendent toujours le remboursement d'ailleurs. Ils attendent toujours le remboursement, oui. Vous savez, il y a 3 types de clients, ceux qui payent à vue, ceux qui payent à longue vue et ceux qui payent à perte de vue. L'État, c'est plutôt la 3e catégorie, c'est ça. En Europe, c'est vrai que c'est Tesla et Volkswagen, avec ces modèles de la gamme ID3, ID4, ID5. Alors, le mois dernier, les médias ont parlé des ports de Zeebrugge et d'Anvers, notamment, où il y a des milliers et des milliers de voitures électriques chinoises stockées depuis 1 an, voire 1 an et demi. Est-ce qu'on va vers une chute des prix massive pour écouler ces stocks ? Parce qu'un stock, ça coûte un argent dingue, et surtout au bout d'1 an ou d'1 an et demi. Oui, les voitures sont presque déclassées. Je sais pas dans quel état elles sont, mais déjà, l'industrie chinoise est surcapacitaire. Oui. Donc ils ont cherché des débouchés en dehors de leur marché. Donc l'Europe fait partie des débouchés puisque les frontières avec les États-Unis sont fermées. Biden avait décrété 100% de droits de douane au lieu de 25. Voilà, exactement. Donc ils se sont dit on va investir l'Europe, sauf que on les attendait peut-être pas. Comme ça, il y a eu en France le score environnemental qui fait que les voitures qui viennent de Chine
ont plus de bonus. Et puis, il faut dire quand même que les consommateurs sont quand même encore un peu regardants à l'égard des voitures qui viennent de Chine. De marques inconnues, parfois. Surtout des marques inconnues. Le seul qui finalement arrive à percer aujourd'hui, c'est MG, qui arrive à percer en Europe, parce que finalement, MG, c'est un nom européen. Ça sonne forcément chez nous. Mais est-ce que si je vais dans le sens de ce que dit Philippe David, est-ce que ces stocks, à un moment donné, vont être soldés ? Est-ce que ça veut dire que ça va être peut-être une opportunité pour certains Français qui trouvent la voiture trop chère d'aller acheter chinois? Alors après les soldes, le danger, c'est que on déprécie la valeur de la marque. Donc si on brade ces produits, après ça va être très difficile de remonter la pente et de vendre les prochains modèles au vrai prix. Mais ces stocks, est-ce qu'ils risquent de mettre en péril certains constructeurs qui ne font que de l'électrique? Parce que quand on voit le nombre de centaines de milliers de voitures, un stock comme ça, au bout d'un moment, la trésorerie, il faut qu'elle rentre. C'est certain. On voit en Chine, il y a plus d'une centaine de marques. Il y en a qui se créent quasiment tous les mois, mais il y en a qui ferment aussi. Donc ça peut arriver qu'il y ait des constructeurs qui disparaissent. Mais est-ce que ça veut dire que le prix de la voiture électrique aujourd'hui va descendre un petit peu, en tout cas sur les constructeurs français, et quand ça peut? On peut imaginer une baisse de prix, en tout cas. Quand ils auront remboursé leurs investissements, sûrement. Mais aujourd'hui, est-ce qu'on a une tendance de se dire dans 6 mois, dans 1 an, dans 5 ans, ça va baisser? Les voitures électriques baissent déjà. La nouvelle Citroën C3 qui a été présentée, elle démarre à 23 300 hors bonus. Si vous ajoutez le bonus, on est à 19 300. Ils ont une version à 19 900 qui sort l'année prochaine avec une petite batterie, donc vous enlevez les 4 000 de bonus. Voilà, on a une voiture à 15 000 et des poussières. Donc ces voitures arrivent. La R5, elle va être autour de 20 000 euros avec le bonus. Mais bon, ça reste encore des voitures autour de 15 à 20 000 euros. Et puis, il y a les Electric Days. Les Electric Days, oui, ce sera à Nantes ce week-end, un événement Sud Radio. Et vous pouvez aller dimanche au Stade de la Beaujoire, faut s'inscrire sur leur site. Et vous pouvez y aller. Et les gagnants, on va donner les gagnants du jeu pour gagner des places pour aller voir l'exposition Jour J à la Cité de l'Histoire. Oui. C'est Dominique de Noisy-le-Grand, Sylvie de Saint-Jean-de-Védas, c'est en banlieue de Montpellier, et Romain de Saint-Christoli de Médoc. Là, c'est dans le Médoc, comme son nom l'indique, où il y a d'excellents breuvages qui ne sont pas du carburant. Merci beaucoup, en tout cas, Sylvain Resser, d'avoir été avec nous, rédacteur en chef automobile au Figaro. C'est toujours un plaisir de vous accueillir chez nous. On vous retrouve demain avec Philippe David et nos éditorialistes. Merci beaucoup à notre équipe. Merci Thomas, merci Aude, merci Ève et merci Félix. Merci. Nous, demain 17h. Bah oui, très dispo, en pleine forme. Comme d'habitude. Après le flash de Valentin Bonjean, le meilleur de Sud Radio, mais tout de suite Sud Radio à votre service avec, tiens, haute surprise, Cécile de Ménibus. Et à demain pour les vraies voix. Salut.